Bonjour tout le monde, donc premier cours de français sur objectifs spécifiques. Vous savez qu'on va reprendre évidemment en présentiel là, dès jeudi prochain pour ce cours, jeudi 9h-12h. Donc je serais très content de vous voir et de vous revoir puisque vous êtes, donc c'est un cours qui s'adresse à des Master 2, donc il y en a certainement pas mal que je connais au moins à distance et peut-être un peu quelques-uns que j'ai aperçus il y a un petit moment. Que j'ai suivi en Master 1. Donc ça me fera grand plaisir de vous voir en vrai à Paris 8 dans notre belle université habituelle. Donc vous me connaissez déjà probablement les Master 2 pour avoir suivi nouvelles technologies et didactique des langues par exemple ou politique linguistique. Donc là aujourd'hui on va attaquer un cours qui n'est pas vraiment dans ma spécialité, mais en y réfléchissant, je me rends compte que finalement, j'ai fait aussi pas mal de choses en français sur objectifs spécifiques dans les différents postes où j'ai pu être. Donc le but de ce cours, c'est d'acquérir une méthodologie du français sur objectifs spécifiques, donc savoir comment on élabore un cours de français sur objectifs spécifiques. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un cours de français sur objectifs spécifiques? Prenons un exemple concret pour que ce soit plus parlant. Prenons par exemple le français du tourisme. Bon, il m'est arrivé, ou le français du tourisme et de l'hôtellerie, en fait, on va voir qu'il y a beaucoup de lieux où on fait ce type de cours, parce que c'est évidemment un des premiers secteurs auxquels on pense, hein, le français du tourisme et de l'hôtellerie. Très clairement, en fait, l'hôtellerie à la française a une réputation d'assez grande excellence. Il y a pas mal d'écoles de tourisme et d'hôtellerie comme Vatel, Cordon Bleu, etc., où on forme des gens qui vont du cuisinier à la lingère, en passant par le maître d'hôtel, la gouvernante, etc. Donc, on va avoir dans ces écoles-là du français sur objectifs spécifiques, donc du français qui va être tourné vers l'accueil et la restauration, par exemple, pour Vatel, ou du français du tourisme, donc qui sera tourné vers les métiers de l'accueil, des guides, des gens qui travaillent dans les agences de tourisme. Hein. Donc on va avoir des niches en fait particulières avec un certain nombre d'usages particuliers du français. On est toujours dans du français général d'une certaine façon, avec un certain nombre de choses particulières en fait selon les secteurs sur lesquels on va travailler. En fait, donc je vous parlais du français du tourisme et du français de l'hôtellerie, parce que c'est une des choses que j'ai eu à faire en Thaïlande. J'ai eu aussi à gérer, du moins à financer en tout cas, et à accompagner un projet qui s'est créé, un projet assez intéressant. C'était un projet d'utilisation d'utilisation du français du tourisme à un niveau assez élevé, puisqu'en fait là il s'agissait d'un master de formation au tourisme culturel. Donc ce master-là s'appuyait en fait sur les compétences du département d'archéologie de l'université Silpakorn à Bangkok. Et donc il s'agissait en fait de former des guides de haut niveau en fait, qui soient capables d'expliquer le patrimoine architectural thaï, pourquoi on trouve tel ou tel type de décoration dans des temples bouddhistes, pourquoi le Bouddha couché est-il couché, pourquoi est-ce que il faut avoir un pantalon qui soit au-dessous du genou pour rentrer dans un temple en Thaïlande, qu'est-ce que veut dire tel ou tel type de salut en Thaïlande. Donc vous voyez que très très vite en fait on va rentrer en fait dans des types de français assez particuliers. Donc, méthodologie du français sur objectifs spécifiques et s'approprier les différentes étapes d'élaboration d'un programme de formation en français sur objectifs spécifiques. Donc là aussi, quand on prépare un programme de formation en français sur objectifs spécifiques, on va voir un peu la méthodologie tout à l'heure à travers des articles de Jean-Marc Mangiante, etc. Donc le but de Jean-Marc Mangiante, de Chantal Parpet, vous avez toute une série de noms comme ça en français langue étrangère que vous allez connaître, que vous allez retrouver dans toutes les bibliographies, hein. Florence Mourlon-Daly, Chantal Parpet, Jean-Marc Mangiante, Catherine Carras. Donc il y a un certain nombre de collègues en fait, du français langue étrangère qui se sont taillés une spécialité et une réputation dans l'enseignement du français sur objectifs spécifiques.
Donc le but est d'analyser des contextes de formation linguistique pour des publics spécialisés et de concevoir des unités pédagogiques en français sur objectifs spécifiques. Donc vous serez à même de faire ça, analyser les contextes de formation linguistique pour des publics spécialisés. C'est-à-dire par exemple, vous allez vous dire, bon voilà, on est par exemple, on a un public en Afrique qui veut apprendre du français pour être à même de suivre, de lire des articles médicaux, de se spécialiser en fait dans le secteur médical, de lire des articles médicaux de spécialité. Comment on va s'y prendre? Comment on va repérer les constantes de ces articles? Comment on va les préparer en fait à se former en français? Quel type de lexique on va leur donner, on va leur faire acquérir? Quel type de tournure on va trouver dans ces différents articles. Donc, qu'est-ce qui sera un peu particulier, en fait, dans la langue qu'on parle dans ce français particulier sur objectif spécifique. Donc, sélectionner, analyser, didactiser des documents authentiques, adapter la démarche de français sur objectif spécifique à différents contextes. Voilà, donc vous avez un peu l'idée générale de ce cours, hein. Donc, regardez la méthodologie du FLE, du français sur objectif spécifique, pardon, ce qu'elle a de particulier, et on va voir que ça s'appuie beaucoup sur de l'analyse du discours, en fait. Donc, on va analyser, en fait, les différentes situations d'interlocution, les différents types de textes produits dans du français sur objectif spécifique. On portera une attention particulière à un type de français sur objectif spécifique, qui est un français sur objectif spécifique que vous avez peut-être déjà rencontré si vous êtes un étudiant étranger qui arrive à l'université en France. C'est ce qu'on appelle le français sur objectif universitaire, ou le FOU, ce qui est toujours un nom qui me plaît beaucoup. J'aime beaucoup évidemment faire des cours de FOU, ça me paraît quand même un objectif particulièrement passionnant. Donc voilà, donc le français sur objectif universitaire, c'est très sérieux, hein, contrairement à ce que j'ai l'air de dire pour le moment. Donc on va voir qu'il y a aussi là toute une série de besoins en fait pour tous les étudiants qui vont venir étudier dans des domaines francophones, enfin dans des pays francophones, et donc on a toute une série d'étudiants qui vont apprendre à se repérer dans du français sur objectif universitaire. Et là, vous verrez que c'est assez particulier parce qu'il y a toute une série de compétences à l'oral et à l'écrit qui sont particulières au domaine universitaire. Être capable de faire un exposé, être capable de faire des recherches bibliographiques, savoir dans quel contexte on va employer des tournures impersonnelles, par exemple, comment rédiger un mémoire, comment structurer un mémoire à la française, faire le plan d'un mémoire. Donc ça veut dire qu'il va falloir observer, évidemment, les différents types de production qu'on attend de la part des étudiants et une fois qu'on les a observés, donc en dégager des constantes et les formaliser pour que les étudiants soient à même de reproduire le type de texte ou le type de discours attendu. Donc évidemment, l'analyse du discours a beaucoup aidé à concevoir en fait ce type de démarche de français sur objectif spécifique. Bien, alors tout d'abord, on va commencer par jeter un coup d'œil un peu sur les ressources en fait que vous allez avoir et qu'on va utiliser pour travailler sur ces questions de français sur objectif spécifique et de français sur objectif universitaire. Donc la première ressource, en fait, c'est ce qui est dans le Moodle du cours, en fait, avec toute une série de textes, en fait, et de bibliographies qui vont nous permettre, en fait, de débroussailler sérieusement le terrain, hein, et d'acquérir pas mal de connaissances sur le français sur objectif spécifique et le français sur objectif universitaire. Donc vous avez ici le programme prévisionnel des précédents cours dont on va probablement s'y tenir, hein. On va resuivre en fait un programme prévisionnel de ce genre-là. Je vous demanderai à la fin de travailler en fait sur des exposés très très concrets en fait
Donc choisir un public, choisir une thématique et proposer un certain nombre de documents ou d'unités pédagogiques, de documents didactisés et d'unités pédagogiques, plus exactement, que vous nous présenterez. En fait, par exemple, vous nous dites, bon, ben, moi j'ai choisi de travailler sur le français de l'œnologie, par exemple, destiné à des élèves de Chine, par exemple. Donc des élèves chinois qui ont déjà des connaissances en hôtellerie, qui veulent apprendre quelque chose sur les vins français. Donc comment on va s'y prendre? Quelle terminologie particulière on va avoir dans le domaine de l'œnologie? Comment ils vont faire pour acquérir cette terminologie et être capable de présenter un vin, de choisir un vin, etc. Donc on va... je vous propose, bon ça c'est un thème possible, vous pouvez choisir des choses évidemment plus classiques sur du français sur objectif universitaire, adapté à tel ou tel type d'étudiant. Bon, par exemple, on regardera tout à l'heure mon collègue Régis Martin qui travaillait à Ho Chi Minh Ville en fait, donc qui parle des programmes en fait de français sur objectif universitaire destinés aux étudiants vietnamiens. Donc vous pouvez très bien choisir en fait d'adapter un programme de français universitaire sur objectif universitaire, pardon, à un public que vous connaissez. Donc on va essayer de se tenir à ce programme-là, séance liminaire, donc présentation du domaine, c'est ce qu'on est en train de faire, présentation du domaine et des ressources, qu'est-ce que c'est que le français sur objectif spécifique, qu'est-ce que c'est que le français sur objectif universitaire, en quoi ça s'intègre dans le FLE tout en le prolongeant en fait. Voilà, donc séance liminaire. Deuxièmement, le FOSS dans le champ de la didactique du FLE, historique et terminologie, donc on va voir comment ces champs-là se sont structurés en fait. Bon, vous verrez, on lira par exemple l'article de Porcher, tout à fait célèbre, qui s'appelle Monsieur Thibault et le bec Bunzen, en fait, qui démonte un peu la création du français sur objectif spécifique et qui montre que les méthodes de français de l'époque, des années 60-70, ne pouvaient pas du tout couvrir en fait le champ du français scientifique. Donc évidemment il y avait un besoin en fait de créer des choses plus performantes, enfin plus perfectionnées sur la découverte des Français de spécialité. Il en va de même pour nous, même pour des francophones. En fait, moi j'ai fait ma thèse sur le français de la génétique, sur la vulgarisation scientifique et en particulier sur la génétique. Et j'ai dû apprendre à lire des articles de génétique, j'ai dû apprendre une certaine terminologie, j'ai dû apprendre, j'avais déjà une compétence heureusement de lecture d'articles universitaires, mais là j'ai dû me familiariser petit à petit avec des notions, avec une terminologie que je ne connaissais pas. J'avais déjà les formes, heureusement, de l'article scientifique. Je savais que dans un article scientifique, il y a beaucoup d'intertextualité, par exemple. On va avoir beaucoup de références à d'autres textes, qu'en général, c'est impersonnel. En fait, la personne qui écrit ne se met pas en scène, en jeu, mais disparaît plutôt derrière son sujet. J'avais aussi l'idée, en fait, qu'on pouvait avoir associé à ces articles des schémas, etc. Donc, j'avais déjà une certaine compétence de lecture d'articles scientifiques. Mais là, pour faire ma thèse, il a fallu que je me mette sérieusement à la génétique. Et ça me sert encore maintenant quand je travaille, par exemple, quand j'essaie de comprendre ce qui se passe, par exemple, au niveau des vaccins à ARN messager. Eh bien, ce travail de compréhension en fait, de la génétique me sert beaucoup pour mieux comprendre ce qui se passe actuellement dans les vaccinations avec les vaccins de type Pfizer, Moderna, etc. Donc, deuxième cours sur l'histoire et la terminologie. Ensuite, on passera à comment élaborer des programmes en FOSS. Et donc, comment choisir une thématique. Donc là, vous verrez qu'en fait, évidemment, la thématique, elle va avec la demande. De même, quand je travaillais en Thaïlande aussi, donc mon bureau était physiquement au-dessus de l'Alliance française, et donc je suivais de près aussi, je travaillais de conserve avec mon collègue directeur de l'Alliance française. Et à ce moment-là, ils ont décidé à l'Alliance de créer un cours de français sur objectif spécifique sur le français de la mode. Donc évidemment, là, ça correspond à une demande. Les élèves thaïlandais, en Thaïlande, la France a une réputation en fait
de grands pays dans le domaine de la mode. Bon, je veux dire, les sacs à main Louis Vuitton et autres font fureur. Donc, on a cette image-là qui est potentiellement très très vendeuse, si j'ose dire. Hein. Donc, vous voyez que on va avoir des gens qui apprennent le français pour faire des études en France et des gens qui apprennent le français aussi parce qu'il y a un certain prestige, en fait, à la fois culturel et de qualité de vie, si j'ose dire, ou de prestige dans le domaine de la mode et du design. Donc là, cet atelier mode allié à des cours de français de la mode était quelque chose qu'on pouvait facilement remplir, en fait. Vous vous doutez bien que dans une alliance française, il y a aussi des impératifs budgétaires, donc on fait des cours qui vont pouvoir se vendre. Ce cours-là marchait évidemment très très bien. Donc on a élaboré un cours en fait de français de la mode à partir de toute une série de documents authentiques. Et là, donc vous pouvez réfléchir en fait à ce qu'on peut mettre, ce qu'on peut analyser. Par exemple, analyser un commentaire de défilé de mode, analyser des articles sur la mode, etc. C'est très intéressant en fait, hein, quand vous voyez que quand on est dans ce travail d'analyse d'un certain type de discours, c'est tout à fait passionnant parce qu'on décortique les discours, on voit ce qui fait qu'ils fonctionnent, on voit leurs constantes en fait, et on apprend à des élèves à reproduire ce type de discours et à le développer. Hein, je veux dire, on les autonomise petit à petit à l'intérieur de ce type de discours. Du spécialisé au professionnel vers un cadre conceptuel élargi, et donc on verra, bon d'ailleurs on regardera tout à l'heure en fait une autre ressource en fait qui est tout ce qui est les MOOC sur France Université Numérique, et là vous verrez qu'en fait on va très très vite maintenant vers du français orienté vers un cadre professionnel. Les référentiels et les portfolios, l'évaluation et la certification, donc tout ce qui va avec le CECR, le portfolio européen des langues, voilà, les référentiels sur les différents niveaux, enfin la classification des différents niveaux de compétences. Bon, ça vous connaissez déjà certainement pas mal, mais bon, on l'explorera à nouveau d'une manière assez brève. Les langues spécialisées, retrouver les points communs aux spécialités. Et en dernier, la simulation globale. Donc là, la simulation globale, évidemment, et vous vous doutez que dans le français sur objectif spécifique, le jeu de rôle va avoir une place importante. Hein, par exemple, bon, vous êtes, imaginez que vous travaillez sur le français de l'hôtellerie, bon, bah, accueillir quelqu'un qui rentre dans un hôtel, lui montrer sa chambre, lui expliquer la circulation à l'intérieur de l'hôtel, ou le restaurant, ou la piscine, à quelle heure on prend le petit déjeuner. Bon, ben, on est dans du français déjà de spécialité, et on a un certain nombre de choses qu'on peut retranscrire très très facilement dans des jeux de rôle, voire dans des simulations globales. Donc vous avez des simulations globales orientées français sur objectifs spécifiques comme l'entreprise par exemple, l'hôtel, donc dans des univers particuliers où on peut jouer en fait et construire un cadre général. Je vous ai déjà parlé pas mal des simulations globales, en grande partie à partir de l'immeuble de Bizère. Donc vous allez trouver à la suite, enfin plutôt à côté dans le Moodle, en fait une série de bibliographies. Donc là, une bibliographie faite par le CIEP que vous connaissez, hein, vous avez peut-être visité le CIEP dans le cadre du cours métier des langues. Donc vous savez que les documentalistes du CIEP font des bibliographies en fait avec des ensembles de choses. Donc vous avez vous avez c'est très bien fait hein, en général, hein, et donc vous avez des listes en fait des listes de publications, donc classées par ordre alphabétique, avec un commentaire en fait qui va vous dire un peu de quoi il retourne. Hein, voilà, Observatoire de la langue française, l'impact économique de la langue française de la francophonie, être francophone, une valeur sûre, donc c'est publié par l'OIF. Donc ce document illustre de façon succincte, statistique à l'appui, l'impact économique dans les secteurs d'activité liés à la culture, au travail et aux échanges commerciaux. Les chapitres traitent successivement du poids économique de la francophonie en général et en matière de culture plus particulièrement, de la relation entre le français et le marché de l'emploi, et enfin de l'espace économique francophone.
Donc vous voyez que vous avez toute une série de choses en fait sur voilà, le FOSS, quelle définition, quel périmètre. Voilà. Donc ces bibliographies sont très bien faites, ça vous permet en fait de voir un peu, d'avoir un panorama de un peu tout ce qui existe en fait en la matière. Vous avez un certain nombre d'articles qui vont être directement évidemment accessibles en ligne, donc c'est aussi l'un des gros avantages de ce gros instrument intertextuel qu'est l'Internet. Hein. Et vous avez évidemment la possibilité après d'aller rechercher ces documents à la bibliothèque. Vous avez la même chose en français sur objectif universitaire. Donc ça date déjà de 2014, donc on pourra éventuellement l'actualiser. Hein. Donc Evelyne Bérard, Serge Borg, hein, on retrouve des noms que vous connaissez déjà. Marie-Christine Paulet, Lucille Cadet qui a enseigné à Paris 8 il n'y a pas très longtemps, Jean-Marc Mangian, donc on a déjà cité. Voilà, donc ça vous permet en fait d'identifier quels sont les auteurs les plus cités, de vous faire une idée de ce qu'ils disent et d'aller chercher plus loin évidemment les différents textes. Alors après vous avez toujours dans le Moodle en fait, vous avez toute une série d'articles en plein texte, comme par exemple celui-ci qu'on lira très bientôt, hein, donc de Mangiante, donc qui définit un peu ce que c'est que le français sur objectif spécifique et le français de spécialité, comment les démarches peuvent se distinguer, et donc il y a une partie très intéressante qu'on lira tout à l'heure en fait, où on définit ce que c'est que la méthodologie du FOSS, hein, et comment en fait, voilà, comment on travaille sur la démarche FOSS. Hein. Donc comment on recueille des données, comment on analyse les besoins du public, hein, et comment on dégage des constantes. Hein. Donc on regardera ça en détail tout à l'heure ou à la prochaine séance. Voilà, donc vous voyez que vous avez déjà ici pas mal de choses en fait pour débroussailler le terrain. Hein. Donc Louis Porcher, évidemment, que je citais tout à l'heure, ça c'est Monsieur Thibault et le Bec Bunzen, un grand classique. Et vous avez par la suite donc des fiches métiers, des généralités sur l'analyse des discours, donc l'analyse différentielle des discours, et sur les logiques professionnelles, et une fiche sur les simulations globales. Donc vous voyez qu'on reviendra sur tout ça en fait pendant les 12 cours qui nous attendent. Voilà, donc ça c'est une partie en fait donc des ressources, hein, le DELF option professionnelle, les méthodes, voilà, vous avez toute une série de choses, hein, les fiches pédagogiques, tourisme, hein, sur le tourisme, ingénierie de la formation et ingénierie pédagogique, et le dossier thématique, donc ce que vous devrez faire en fait. Donc on va ouvrir, hop. Ça c'est un peu problématique avec mon Word, présenter la problématique, oui voilà. Présenter la problématique abordée, oui voilà, je me doutais que évidemment Microsoft allait commencer à nous embêter, c'est très mauvais ces logiciels. Moi, je n'utilise pas ces cochonneries-là, donc je ne les ai pas installées sur ma machine, ce qui fait qu'évidemment, ils veulent qu'on les installe et qu'on paye leurs horribles licences. Je préfère de beaucoup utiliser des logiciels libres. Dossier thématique, consigne, donc présenter la problématique abordée pendant le cours, ainsi qu'une réflexion personnelle à partir de documents disponibles sur la plateforme à déposer sur Moodle. Donc on verra ça au moment où on verra les modalités d'évaluation. Hein. Bon, vous avez cette possibilité là de dossier thématique, mais je préférerais largement qu'on fasse un dossier beaucoup plus pratique en fait, avec une unité pédagogique en FOSS où on définisse le public sur lequel on va travailler, quel type de français, quel domaine de spécialité, dans quel domaine de spécialité on va travailler, et qu'éventuellement on la présente, bon si on a le temps, hein, parce qu'on risque d'être assez nombreux dans le cours, donc si on a le temps que vous la présentiez sous forme d'exposé, en fait, que vous présentiez votre démarche de recherche et votre exposé, ce serait beaucoup plus intéressant et beaucoup plus sympathique, je pense. Voilà, donc vous avez ce Moodle-là qui est évidemment très très riche. Donc on va regarder ensuite, donc je vais vous parler
de ma chaîne YouTube sur laquelle je vais faire une playlist de choses sur le français sur objectif spécifique que je vais enrichir progressivement. Donc on va la regarder tout de suite. Alors une seconde ressource donc, que vous connaissez déjà si vous avez suivi les cours pendant la période où on était complètement en distanciel. Donc en fait, bon finalement ça m'a bien plu de faire des vidéos des différents cours et ça m'a permis en fait de réfléchir en fait un peu à la manière, aux formulations, à la manière d'enseigner, etc. Et je me suis dit que finalement ça pouvait être probablement quelque chose de pas inutile en fait, de continuer à le faire en fait pour que vous ayez un guide en fait, une espèce de trame qui vous permettra de suivre la progression complète du cours. Donc je vais continuer à enregistrer des vidéos, à laisser à disponibilité les différents cours qui sont là. Donc dans la chaîne YouTube, donc vous avez ici un petit mot de bienvenue pour la rentrée que je viens de mettre en ligne, et puis bien évidemment toutes les vidéos de l'an dernier, donc problématiques de l'enseignement des langues, politique linguistique. Vous avez donc tous les cours en fait que j'ai fait l'an dernier et que je referai dans les temps qui viennent. Donc là, vous avez beaucoup de problématiques et beaucoup pardon, excusez-moi. Donc vous avez beaucoup de choses sur les politiques linguistiques, puisque vous avez aussi avant, dans les différentes playlists, en fait, au premier semestre, francophonie, donc une UE qui est pour la licence, francophonie, patrimoine culturel et usages didactiques. Donc vous retrouvez ça à travers les différentes playlists. Et là, je viens d'en ajouter une sur le français sur objectif spécifique, en fait. Donc, c'est celle-là qu'on va utiliser, évidemment, en priorité. Pardon, hop, excusez-moi, je retourne sur l'affichage de la playlist. Hop, voilà, donc je referme ce lecteur. Donc, vous avez un certain nombre de choses. J'ai commencé à la peupler un petit peu avec donc la journée sur le FOSS, en fait, animée par Catherine Carras, Sandrine Courchinou et Thierry Soubrier. Et donc, il y a différents exemples que vous verrez ici. Donc, entre autres, on regardera peut-être tout à l'heure celui-ci, en fait, parce que c'est mon collègue Régis Martin avec qui j'ai travaillé du temps où il était directeur de l'antenne de Ho Chi Minh Ville. Dans ce temps-là, moi, j'étais coordonnateur des projets à Hanoï. Donc je connais bien ce dont il parle en fait au Vietnam, et une partie évidemment sur le français sur objectif universitaire et la préparation aux études en français. Donc on pourra éventuellement la regarder un petit peu tout à l'heure. Donc voilà, donc ça va se peupler, hein, évidemment dans cette même playlist en fait, je vais mettre tout ce qui est cours directement. Donc vous retrouverez au fur et à mesure, au début en fait, et dans la playlist, les différents cours de français sur objectif spécifique. En premier celui-ci, et puis après les 11 autres cours jusqu'à la fin de ce semestre. Éventuellement, si vous voulez ajouter des choses ou si vous voulez enregistrer vos exposés en vidéo et les mettre en ligne pour vos collègues, vous pouvez me les envoyer, je les mettrai en ligne sur cette même chaîne, dans cette même playlist, de façon à ce qu'on s'y retrouve. Voilà. Voilà, alors une troisième ressource qu'on va utiliser aussi probablement un peu, voire beaucoup, c'est tout ce qui est MOOC. Donc je vous en ai parlé un peu, même je vous en ai parlé assez en détail, je pense, dans le cours Nouvelles Technologies et Enseignement des langues. Donc là, les MOOC, évidemment, c'est quelque chose qui a pris une importance assez grande, hein. Je veux dire, même si ça n'a pas été la révolution qu'on pensait, je pense, je veux dire, vous voyez quelle envie on a de revenir en présentiel. Donc vous vous doutez bien que les MOOC ne vont pas répondre à tous les besoins en fait en matière d'enseignement, et qu'il est encore probablement trop tôt en fait pour que ce soit la révolution qu'on pensait il y a quelques années. On pensait que ça allait modifier complètement en fait l'enseignement en ligne et même l'enseignement tout court. Et que beaucoup de formations allaient passer sous ce régime-là. Bon, et c'est évidemment pas le cas, mais il n'en reste pas moins qu'il y a des choses intéressantes
à regarder. Bon, là, on est sur France Université Numérique, là, dans la page que vous voyez, hein, que vous connaissez. J'ai fait une petite recherche par français langue étrangère. La recherche par français sur objectifs spécifiques ne donne pas grand-chose de plus. Et vous voyez qu'on a déjà des choses qui sont très proches en fait du domaine dans lequel on veut, enfin, du domaine auquel on veut s'intéresser, même si c'est des français sur objectifs spécifiques assez larges. Donc vous avez vivre et accéder à l'emploi en France, travailler en France A1, B2, donc c'est déjà du français, c'est pas vraiment du français de spécialité, mais c'est du français orienté vers des objectifs professionnels. Donc vous voyez qu'on est dans le même type de questionnement en fait que le français sur objectifs spécifiques, c'est-à-dire qu'on se forme en vue d'un certain nombre de situations qu'on va rencontrer. Donc si on regarde par exemple travailler en France A2, B1, donc vous voyez aussi qu'on est évidemment cadré en fait par les niveaux du CE-CR. Et donc voilà la présentation. On va voir tout à l'heure qu'il y a dans la suite pas mal d'autres choses qui relèvent en fait de notre thème d'intérêt. Vous vous installez en France? Vous devez parler français pour travailler. Jean-José et Selma vous accompagnent dans la découverte du monde du travail et du français professionnel. Apprenez comment rechercher un emploi, postuler à une annonce, passer un entretien, intégrer une entreprise, travailler en équipe ou encore échanger avec des collègues. Découvrez des métiers dans des secteurs qui recrutent. Le bâtiment, l'hôtellerie et la restauration, l'informatique. Donc vous voyez que ça correspond qu'il y a une année, comme dans tout autre travail sur du français, sur objectifs spécifiques, en fait, il y a une analyse des besoins et une analyse des situations qu'on va rencontrer. Donc comment chercher un emploi, comment passer un entretien professionnel, comment identifier les secteurs qui sont porteurs, etc. Donc vous avez évidemment une analyse la des santé, besoins. les services à la personne et aux entreprises. Apprenez de manière simple et efficace avec des vidéos et des activités interactives sur votre téléphone portable, votre tablette ou votre ordinateur. Ces cours sont élaborés par des professeurs de l'Alliance française Paris-Île-de-France et sont disponibles toute l'année sur la plateforme Fun, en accès libre et gratuit. Comment vous inscrire? C'est facile. Allez sur la plateforme Fun, choisissez Travailler en France et inscrivez-vous. Voilà, c'est à côté, hein, s'inscrire maintenant. Donc vous pouvez vous inscrire évidemment. Et voilà, vous pouvez inscrire cette session. Donc voilà, vous voyez qu'on est déjà dans des problématiques type français professionnel. On n'est pas loin du français sur objectifs spécifiques. Bon, là vous retrouvez en fait la francophonie à essence culturelle, nécessité politique qu'on a utilisé en fait dans le cours politique linguistique, qu'on réutilisera d'ailleurs certainement cette année dans ce cours-là pour travailler sur les aspects politiques de la francophonie. Bon, c'est un cours qui est fabriqué par une émanation de l'OIF, hein, je veux dire les chaires Senghor de la francophonie, l'université Jean Moulin Lyon 3, dans laquelle donc il y a le bureau des chaires Senghor qui dépend directement de l'OIF. Donc c'est du discours politique sur la francophonie, hein, évidemment. Et là, vous voyez qu'on a un autre cours qui va nous intéresser, en fait, qui est MOOC to Move, le français pour l'université. Alors évidemment, ça s'appelle d'un nom tout à fait anglais, en fait, MOOC to Move, MOOC Massive Online Open Course, ou Open Courses. To Move, évidemment, c'est de l'anglais, mais ça parle de français, et c'est donc le français pour l'université, fabriqué par l'université Rhône-Alpes, Grenoble-Alpes, donc nos collègues que vous connaissez bien, donc on a présenté plusieurs fois dans cette session. Donc je ne vois pas la vidéo apparaître, on la regardera une prochaine fois, éventuellement en direct. Donc je me suis déjà inscrit aussi. Inscrivez-vous pour regarder. Donc là, c'est du français sur objectif universitaire.
Donc bien évidemment, ça rentre directement dans les contenus de notre cours. Voilà, je ne pense pas qu'on ait beaucoup d'autres choses qui soient... Ah oui, si, il y avait un autre article, un autre cours qui était intéressant. Voilà, celui-ci, qui me paraissait intéressant. Rédiger et publier un article scientifique. Donc là aussi, on est dans une compétence particulière. Hein, donc là, c'est fait par l'IRD, donc ce n'est pas des spécialistes du français langue étrangère au départ. Mais on le regardera éventuellement un peu en détail pour voir comment on travaille en fait sur une compétence particulière, là, de la production écrite, orientée comme du français sur objectif universitaire. Voilà, vous avez, donc n'hésitez pas éventuellement à jeter un coup d'œil sur tout ça. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres choses qui nous intéressent directement dans voilà, accompagner vos élèves à l'orientation. Alors, vous avez toute une série de choses hein, dans France Université Numérique. Certaines sont très intéressantes et certaines sont en plein dans nos thématiques. Donc là, vous avez donc Vivre en France, ça c'est les cours de l'Alliance française, hein, A1, A2, B1. Hein, donc vous avez aussi des choses intéressantes en français langue étrangère sur France Université Numérique. Mais on vient de voir qu'on trouve aussi des débuts de français sur objectif spécifique et de français sur objectif universitaire. Bien, on va maintenant rentrer un peu dans le vif du sujet, en fait, en essayant de définir un peu mieux deux, trois concepts et d'observer la démarche du français sur objectif spécifique à partir de cet article de Jean-Marc Mangiante. Donc, ce qui va nous intéresser dans l'article, en fait, c'est plus en fait la caractérisation de la démarche fausse et un intéressant exemple en fait concret sur la formation des archéologues qui travaillent sur le site de Petra. Donc, je veux dire, c'est des choses tout à fait intéressantes pour nous. Je reviendrai après sur quelques exemples de fausses que j'ai eu à conduire, entre autres un qui me revient à l'esprit et qui m'a beaucoup amusé. En fait, c'était la formation des interprètes pour les jeux d'échecs de Kalmouki, en fait, donc des interprètes qui devaient accueillir des champions d'échecs. Donc, je vous raconterai ça tout à l'heure. Donc ici, Jean-Marc se préoccupe de français de spécialité ou français sur objectif spécifique, deux démarches didactiques distinctes. Bon, on va voir en fait ces différentes catégories en fait ou ces différents concepts autour du français de spécialité et du français sur objectif spécifique auquel il assigne quelque chose de plus restreint. En fait, dans le français sur objectif spécifique, on va être en face de groupes extrêmement homogènes, comme par exemple les interprètes des jeux d'échecs de Kalmouki. Hein, je veux dire, on ne peut pas imaginer plus spécifique comme besoin. Hein, ou les archéologues du site de Petra, ou les guides ayant affaire à l'archéologie sur le site de Petra. Hein, donc vous allez avoir des groupes très très particuliers, alors que dans le français spécialité, on va avoir une acception plus large qui va recouvrir un peu ce qu'on voit par exemple quand on voit du français sur objectif professionnel. Je veux dire, là on est dans le très large en fait. Comment se situer professionnellement, comment chercher un emploi, comment lire des petites annonces, comment postuler, comment rédiger un CV. Vous voyez que là on a un public évidemment beaucoup plus large avec des besoins éventuellement assez différents qu'on pourra catégoriser ou sous-catégoriser. Je veux dire, évidemment, quelqu'un qui rédige un CV, par exemple, comme ça m'arrive encore maintenant, pour postuler des postes universitaires ou autres, moi je veux dire, il va avoir une demande beaucoup plus spécifique que quelqu'un qui rédige un CV plus général pour des travaux moins qualifiés ou moins spécialisés. Hein. Donc, on va lire et commenter, hein, en fait. Bon, c'est peut-être un peu fastidieux, mais bon, voilà, c'est une technique possible. Donc, mon propos se situe à la croisée de deux approches particulières des sciences du langage. La didactique des langues d'une part, par la distinction que j'établis entre deux démarches particulières de l'enseignement, apprentissage du français langue étrangère, le français dit de spécialité et le français sur objectif spécifique. Et d'autre part, la linguistique des discours qui permet d'éviter une catégorisation quelconque de la langue, faisant apparaître des sous-langues, par ailleurs appelées parfois des technolectes pour les sciences ou encore des jargons. Donc vous voyez que cette distinction-là, elle est très importante. En fait, c'est grâce à la linguistique des discours, en fait, donc à l'analyse discursive, qu'on montre qu'il y a une unité, évidemment. Bon, je veux dire, c'est un peu évident, hein, mais il y a une unité de la langue française. Il n'y a pas de sous-langue complètement indépendante
Par exemple, je sais pas, une langue du tourisme, une langue de l'archéologie, une langue des sciences du langage, encore que dans les sciences du langage, vous voyez qu'on est souvent très très jargonnant, hein, qu'on a un jargon quand même assez spécifique, mais on s'exprime toujours en français. Il y a une continuité évidemment avec différents discours à l'intérieur de cette continuité de la langue. Vous voyez bien que la langue, en fait, c'est un objet énorme dans lequel on vit. En fait, c'est quelque chose dans lequel on vit qui constitue notre vision du monde, qui est extrêmement divers, en fait, selon les types de locuteurs. Je veux dire qu'il y a un continuum aussi dont les frontières sont parfois floues. En fait, c'est une série de sous-ensembles, en fait, ou de groupes qui peuvent être très très différents. Il est clair que quand vous lisez au départ un article de génétique, vous allez devoir acquérir du vocabulaire, des tournures de phrases, des concepts pour comprendre cet article. Ce ne sera pas le commun des mortels qui va comprendre directement un article spécialisé de la recherche en génétique. C'est pareil si vous allez dans les niveaux de langage ou dans la dialectalisation progressive du français. Vous voyez que la langue, c'est un espèce de continuum, un objet extrêmement vaste, en fait, avec toute une série de parlers, de discours et de types de discours. Donc on continue. Donc en effet, il convient de rappeler que ce n'est pas la langue qui est spécialisée, mais son utilisation par des locuteurs spécialistes dans certaines circonstances de leur vie et qui en font une utilisation, un usage spécifique dans le cadre d'une communication spécialisée. Vous voyez aussi là que l'exercice en fait de la communication, en fait, il va être très différent suivant la situation d'interlocution. Là, on reviendra là-dessus, en fait. Moi, j'ai croisé, en fait, les types discursifs, donc ce qui vient de chez Jean-Michel Adam, que j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs fois dans différents colloques, donc qui parle très très bien de tout ce qui est genre et type de texte, hein, je veux dire, donc la textualité ne renvoie pas forcément à l'écrit, hein, je veux dire, il y a des textes aussi oraux. Ce qui fait le texte, en fait, c'est cette idée de tissage, en fait, de réseau de signification et de réseau de formes. On y reviendra, bon, si vous avez besoin d'en parler et de revoir certains concepts qui viennent de chez Adam, on pourrait très bien, de chez Jean-Michel Adam, bien entendu, on pourra très bien y revenir. Donc on fait un usage spécifique dans le cadre d'une communication spécialisée. Vous voyez évidemment, par exemple, que la façon dont je m'adresse à vous dans un cours va être un peu différente de la façon dont je m'adresse à vous pendant la pause café, de la façon dont je m'adresse à mes amis, etc. etc. Donc vous voyez que aussi les discours vont avec une co-construction du sens et une co-construction des discours. C'est-à-dire qu'on construit des discours avec un interlocuteur ou avec un groupe d'interlocuteurs en général. Donc, cet usage spécifique produit des discours spécialisés par les Français de spécialité ou de Français commercial ou scientifique relève donc d'un abus de langage. On est toujours évidemment dans du français avec cette continuité qui fait qu'en fait on apprend évidemment du français général au départ et on va apprendre des discours spécialisés à partir du moment où on va commencer à s'intéresser à l'insertion professionnelle, par exemple, ou au fait d'être capable de maîtriser différentes formes de discours, justement dans le cadre d'un travail professionnel, donc que ce soit être guide touristique, que ce soit être archéologue, que ce soit être auteur scientifique. Donc je veux dire, tous ces discours s'acquièrent, hein, je veux dire, et on peut en relever des constantes, donc ce qu'on va voir un peu tout à l'heure, on peut les analyser et en relever des constantes, et puis apprendre à réemployer ces constantes au sein d'une construction discursive, hein, être capable de produire soi-même des discours. C'est ce que vous êtes en train de faire, hein, je veux dire, vous apprenez le français langue étrangère, donc les concepts du français langue étrangère, vous allez les maîtriser, vous allez lire des articles scientifiques comme celui-ci qui vont vous permettre en fait de voir quelles sont les formes d'un article scientifique. Vous pourrez revenir sur ça à travers le MOOC qu'on a regardé tout à l'heure, hein, rédiger un article scientifique, et vous allez vous approprier ce discours, puis l'enrichir par votre propre production, en fait. Je veux dire, quand vous allez rédiger
mémoire de master, ce sera un peu le premier pas dans la construction d'un discours spécialisé de français langue étrangère. Après, si vous continuez, que vous faites un doctorat et que vous écrivez des articles de FLE, bon, je vous le souhaite, j'espère que ça vous plaira, je dirais bien, quand vous rédigerez ce genre d'article, vous serez dans la production de discours scientifiques et vous ajouterez des pierres à l'édifice de notre noble discipline. Voilà. Et donc vous voyez qu'aussi, à travers tout ça, on peut voir que les disciplines se constituent et changent. Je veux dire, le français langue étrangère, c'est une discipline récente. Je veux dire, on a commencé à ouvrir des masters de français langue étrangère et didactique des langues dans les années 80, donc ça a une quarantaine d'années. C'est tout récent par rapport à la linguistique, qui a plus d'un siècle. Quand vous voyez l'événement un peu fondateur du cours de linguistique générale de Saussure, c'est 1910, donc la linguistique a plus d'un siècle, la réflexion sur la langue évidemment est beaucoup plus ancienne que cela, elle a plus de 2500 ans, la réflexion sur la langue en Europe, sans parler évidemment de l'univers asiatique, probablement en Chine, on a une réflexion linguistique aussi beaucoup plus ancienne. On a toujours réfléchi sur la langue partout dans le monde, je veux dire avec des manières assez différentes d'y réfléchir. En fait, quand on regardera, on pourrait parler de la linguistique indienne, aussi de la linguistique du monde arabophone, ou de la manière dont les peuples africains parlent du langage. Il y a toute une richesse absolument incroyable sur l'analyse linguistique. Bon, mais je vais un peu loin de notre sujet. Donc on produit des discours spécialisés en s'insérant en fait dans le cadre de la langue générale. Par ailleurs, parmi les précisions à apporter en préambule, il convient aussi de rappeler que l'objet de la didactique du français n'est pas la langue elle-même, mais justement la démarche par laquelle des publics d'apprenants se l'approprient, l'apprennent selon des stratégies d'apprentissage qui leur sont propres et souvent individuelles et qui se développent selon une certaine méthodologie d'enseignement relevant du travail de l'enseignant dans des contextes particuliers. Donc vous voyez aussi que là, en fait, on va être dans des formes différentes. Par exemple, je vous donnais l'exemple de mes interprètes pour les Olympiades d'échecs. Donc ces interprètes-là, ils ont été conscients qu'en fait, il ne suffisait pas de lire des manuels d'échecs ou d'observer des parties d'échecs et de voir comment on dirait tel ou tel concept en français ou tel coup en français, le coup du berger, je sais pas, il y en a toute une série aux échecs, mais qu'il fallait effectivement se mettre en situation et se projeter en fait dans les situations qu'on allait rencontrer pour analyser quels actes de parole on allait avoir à produire. Parce que par exemple, je veux dire, vous êtes un interprète ou qui va accueillir un champion d'échecs, je ne sais pas, Garry Kasparov, quelqu'un comme ça, je veux dire, et donc vous devez aller le chercher à l'aéroport, lui expliquer dans sa langue comment aller à l'hôtel, ce qu'il peut faire, où est-ce qu'il peut sortir, comment retrouver, comment commander dans un restaurant, etc. Vous allez avoir toute une série d'actes de parole que vous allez devoir assumer, qui seront au-delà évidemment du simple jeu d'échecs, bien entendu. Donc vous construisez, donc là les interprètes et les organisateurs de ces Olympiades étaient bien conscients qu'en fait il fallait acquérir un certain type de français. Et donc développer ce cours de français sur objectif spécifique avec un objectif donc très spécifique, répondre aux besoins des interprètes de ces Olympiades d'échecs qui eux-mêmes répondaient à des attentes de joueurs d'échecs qui arrivaient dans un pays dont ils ne parlaient pas la langue. Voilà. Donc par ailleurs, donc méthodologie d'enseignement, etc. Donc il s'agit donc d'une approche pragmatique déclinée en actions placée au sein de processus de communication dans lesquels il faut parler non pas d'objectifs linguistiques, mais d'objectifs communicatifs servis par des contenus linguistiques. Donc vous voyez qu'on s'inscrit dans une approche qui va être une approche qui hérite en fait des approches communicatives. Parce que ce qu'on va travailler, c'est la capacité à communiquer
servi par des compétences linguistiques. Donc on va analyser en fait les situations dans lesquelles vont se retrouver les élèves du français sur objectif spécifique et dégager en fait les contenus linguistiques, les formes linguistiques qu'ils doivent maîtriser pour être à même de réaliser les actes de parole et pour être à même de communiquer de façon effective. Quelle que soit l'entrée méthodologique dans l'apprentissage de la langue, les apprenants auront accès à l'ensemble des possibilités de communication dans des contextes quotidiens et généraux, même s'ils abordent la langue dans une utilisation spécialisée. Vous voyez bien qu'évidemment, on est dans après la maîtrise, en fait, d'un ensemble de possibilités de communication à un certain niveau. Alors, je veux dire, il ne s'agit pas forcément d'avoir le niveau C2, je veux dire, mais au moins d'avoir un niveau autour du B1, B2, puis ensuite de se spécialiser pour une utilisation spécialisée. Alors, donc on va avoir de futurs ingénieurs non francophones, une école polytechnique ou des travaux publics, par exemple, qui travaillent à partir de discours scientifiques et techniques avec leur enseignement de français de spécialité, seront tout aussi capables d'utiliser le français à l'issue de leur formation dans les situations de communication de la vie courante, acheter des timbres, demander son chemin, etc. Bon, mis à part, évidemment, si on travaille purement, par exemple, sur la rédaction d'un article scientifique, je veux dire, on va avoir, bon, évidemment, les gens ont des compétences en français général, mais si on travaille sur de l'écrit, bon, ils peuvent avoir un certain nombre de difficultés à réaliser des actes de parole à l'oral. Élément distinctif du français sur objectif spécifique et du français de spécialité. Français de spécialité, français sur objectif spécifique, la différence se situera, comme nous l'avons écrit avec Chantal Parpet en 2004, dans l'ouvrage Le français sur objectif spécifique, dans la démarche didactique de l'enseignant. Si l'objet de la démarche porte sur une spécialité, un domaine professionnel particulier, recouvrant l'ensemble des situations de communication spécialisées propres à une discipline ou à une profession sans connaissance préalable d'un public spécifique auquel s'adresserait un programme de formation linguistique, nous pouvons alors parler de didactique du français de spécialité. Dans le cas où le programme de formation linguistique se focalise sur un public spécifique d'apprenants et nécessite pour être conçu une connaissance préalable détaillée d'une demande précise de formation, nous sommes en présence d'une démarche de français sur objectif spécifique. Cette approche pourra d'ailleurs privilégier des compétences communicatives extérieures au cadre spécialisé auquel appartiennent ces apprenants identifiés. Donc vous voyez que là, si on resserre, en fait, on resserre un peu le focus, en fait, et nous, on va travailler principalement sur du français sur objectif spécifique, c'est-à-dire quelque chose qui va répondre à une commande ou à une sensibilité particulière à des besoins. Je veux dire, par exemple, donc là, je vous donnais l'exemple de nos interprètes pour les Olympiades d'échecs. Là, il y a un besoin très spécifique. On analyse le besoin, on regarde les situations dans lesquelles seront les interprètes qu'on doit former, et puis on produit un cursus, en fait, on produit un programme de cours, donc un syllabus plutôt qu'un cursus, on produit un programme de cours avec toute une série d'objectifs à atteindre et d'objectifs déclinés en termes de compétences ou d'objectifs communicatifs, mais bon, pour être plus moderne, évidemment, de compétences. Puis, on enseigne ça en espérant que ce sera adéquat, en fait, à ce qu'attendent les apprenants. Et éventuellement, on corrige après, au fur et à mesure, du cours de français sur objectif spécifique en fonction des demandes des apprenants, parce qu'il y en a des fois, il y a des fois certaines demandes auxquelles on n'avait pas pensé au départ, où l'analyse n'était peut-être pas suffisamment précise pour qu'on prenne en compte toutes les demandes. On peut aussi partir en fait d'hypothèses, je veux dire, pour construire des cours de français sur objectif spécifique. Je vous parlais par exemple du domaine du français de la mode, en fait, ou du domaine du tourisme culturel, donc deux projets que j'ai suivis de près en Thaïlande. Donc là, on part d'une hypothèse de ce que va demander le public. Donc là, l'hypothèse d'avoir un cours spécialisé sur la mode en français part évidemment du goût
en fait, de la bonne société thaïlandaise qui aime beaucoup la mode, les sacs à main, la mode française en particulier, la haute couture, etc. Bon, c'est un domaine très très fantasmatique vu de l'étranger. Hein. Vous verrez, je veux dire, on pourrait faire un cours là-dessus si ça vous intéresse. Par exemple, c'est tout à fait incroyable. Je veux dire, j'ai vu il n'y a pas si longtemps un sujet au journal télévisé qui m'a conforté dans des choses que je savais déjà. Il y a maintenant des entreprises complètes en Chine ou en Asie en général, dont le seul travail est d'identifier si le sac à main que vous avez acheté est un vrai Vuitton ou un vrai Chanel ou un vrai Dior et pas un faux. Donc vous voyez que là on va loin en fait dans le domaine de l'intérêt pour la mode et pour les grands couturiers français dans les pays asiatiques. Donc il y a un marché, évidemment. Je crois que, je sais pas, le marché en fait de la détection du faux là, se chiffrait en milliards de dollars annuels. Je veux dire, ça devient quelque chose d'absolument énorme. Donc là, on a conçu avec l'Alliance française, l'Alliance française a conçu au temps où j'étais attaché de coopération pour le français à Bangkok. Donc l'Alliance française a conçu un cours en fait relié avec un atelier de mode en fait, et donc là évidemment on savait que ce serait très très vendeur en fait, qu'il y aurait un public qui s'intéresserait à ça. Même chose pour le tourisme culturel. En fait là on s'adossait en fait sur une compétence en archéologie thaïlandaise, en connaissance en fait, sur les temples, sur tout le patrimoine archéologique et culturel thaïlandais d'une université, pour fabriquer en fait un master de langue destiné à former des guides de haut niveau qui s'appuieraient sur les connaissances qu'on avait déjà en architecture, en archéologie, etc. Voilà. Donc au départ, un projet de formation que l'orientation didactique du formateur, c'est donc au départ d'un projet de formation que l'orientation didactique du formateur sera déterminée en fonction de la constitution d'un groupe d'apprenants homogène dans son objectif d'apprentissage ou de l'absence soit de précision de la demande, soit de demande tout court. Dans ces conditions, le formateur est contraint de couvrir l'ensemble des situations du domaine spécialisé auxquelles appartiennent les apprenants, même si individuellement leurs besoins et leurs objectifs diffèrent. La cohésion du groupe classe est assurée par leur appartenance à une communauté professionnelle ou institutionnelle et non par leur adhésion à un projet commun nécessitant la maîtrise du français dans des situations ciblées et relativement limitées. Donc vous voyez bien ce que on commence à cerner en fait ce qu'est le FOSS sur objectif, le français sur objectif spécifique, le FOSS, à travers ce discours en fait sur la construction d'une demande et la construction de groupes homogènes, en fait, ou l'existence de groupes relativement homogènes, et la construction d'une demande de formation sur un objectif particulier, sur un domaine de compétences. On va peut-être sauter quelques passages, parce que ce serait trop long, je vous laisse les lire de façon plus complète, et on va passer à cette démarche du français sur objectif spécifique. Donc la démarche FOSS suppose une demande de formation précise d'un public donné dont les compétences ne se limitent pas nécessairement à un domaine professionnel particulier, comme nous venons de le voir. La démarche type comporte les étapes suivantes. L'identification de la demande. Elle peut être précise, floue ou même absente. Donc demande précise, je vous donnais l'exemple de nos interprètes des Olympiades d'échecs. Floue, vous pouvez avoir des gens qui vont vous dire « Moi, j'aimerais bien être capable de devenir guide dans Paris, par exemple. J'aimerais bien être capable de guider des touristes asiatiques dans Paris, par exemple. » Une demande relativement floue, mais que vous allez préciser, en fait, en faisant votre programme de cours, ou même absente. Donc là, l'exemple que je vous donnais tout à l'heure, sur la mode, en fait, il n'y avait pas de demande à proprement parler, c'est une demande supposée, en fait, une idée des concepteurs de cours qui a fini par rencontrer son public. Donc ensuite, après l'identification de la demande, l'analyse des besoins. L'enseignant émet des hypothèses sur les situations de communication auxquelles seront confrontés les apprenants à l'issue de leur formation. Cette analyse comporte 3 phases, le recours à l'expérience personnelle du formateur, étendue à l'entourage,
le questionnement des apprenants et le contact direct avec le milieu professionnel. Ces différentes phases conduisent l'enseignant à formuler des hypothèses de situations de communication requérant des utilisations particulières de la langue. Donc vous allez voir qu'en fait on analyse après donc, les besoins. Hein, ça prend racine directement dans un niveau seuil où on croisait en fait en fonction des types de publics, on retrouvait des besoins particuliers selon les types de publics. Là, dans le français sur objectif spécifique, vous allez avoir un type de public avec des besoins normalement très caractérisés en fait, et là vous allez analyser les besoins et commencer donc la phase 3, donc recueillir des données en fait pour voir de quel type de langue exactement ils ont besoin. Recueil des données, c'est l'étape essentielle qui complète l'analyse des besoins. Elle implique pour l'enseignant d'entrer dans le domaine spécifique des apprenants et de recueillir les discours qu'ils auront effectivement à comprendre ou à produire. C'est une étape essentielle de la démarche FAUSS qui conduit l'enseignant à entrer en contact avec le milieu professionnel, institutionnel ou universitaire, qui recevra les apprenants à l'issue de leur formation. Donc vous avez après donc, cette partie de recueil des données, donc, qui va être en fait regarder en fait quels sont les discours produits, enfin, observer quels sont les discours produits dans le milieu professionnel où les apprenants veulent s'insérer, milieu professionnel, institutionnel ou universitaire. Donc là on va rejoindre le français sur objectif universitaire et donc on va regarder en fait quelles sont les pratiques langagières du milieu d'accueil. Par exemple, pour l'université, vous allez repérer évidemment assez rapidement en fait, un certain nombre de tâches langagières que les apprenants, les futurs étudiants dans les universités françaises vont avoir à réaliser. Ça va être lire un article scientifique, prendre la parole dans un exposé, rédiger un mémoire, rédiger un article scientifique. Ça peut être comprendre des discours universitaires, faire la différence entre les différents niveaux de langage qu'on va utiliser à l'université, comment on va parler entre pairs, entre collègues et étudiants, comment on va s'adresser aux enseignants, comment on va poser des questions dans le cours, à quel moment, évidemment, vous allez voir qu'il y a des usages, en fait, évidemment, un peu différents selon les types d'universités. Donc, vous allez recueillir des données et enseigner tout ça, en fait, à vos étudiants qui vont faire du français sur objectif spécifique. Voilà, donc vous avez ici tout un détail, en fait, ces compétences-là sont détaillées. Donc, le recueil des données donc, et l'analyse des données recueil, voilà, L'analyse des données donc, a deux fonctions principales, évidemment. Informer l'enseignant sur le fonctionnement du secteur d'activité et lui apporter le terrain linguistique authentique nécessaire à la construction du cours. C'est-à-dire qu'évidemment, on se base sur une enquête linguistique sur les pratiques du milieu dans lequel vont se retrouver les élèves, et pas évidemment sur des suppositions, mais bien sur des faits linguistiques. Voilà. Donc vous avez donc ces choses-là qui sont détaillées par la suite, l'analyse et le traitement des données, l'élaboration didactique, la pratique qui assure l'apprentissage et non l'enseignement lui-même. Voilà, donc vous avez une série de choses. Je vous laisse lire la suite en fait, mais vous voyez la démarche en fait. Donc analyser les besoins, enquêter sur le terrain pour voir quelles sont les pratiques langagières à acquérir. Puis construire un syllabus de cours avec les objectifs qu'on va chercher à atteindre. Voilà, c'est ça la démarche FAUSS en fait. Ça ressemble, on voit bien que ça s'ancre évidemment dans une démarche qui est directement liée à l'analyse du discours et qu'on va commencer à voir émerger dans la fin des années 70. On voit que l'analyse des besoins, on en a déjà des traces dans un niveau seuil. Mais c'est quelque chose, je pense, une démarche de bon sens, en fait, qui n'est pas remise en cause, en fait, par les recherches actuelles.
Donc on parlera évidemment, on reviendra éventuellement au CECR, on verra qu'il n'y a pas de déclinaison directe du CECR dans les domaines professionnels, parce que ce serait c'est un travail énorme évidemment, et qui ne se justifierait pas forcément en fait, et ça nous laisse de la place pour nous didacticiens en fait, pour concevoir des cours particuliers de FOSS, en fait, de français sur objectif spécifique, selon les besoins d'un certain nombre d'apprenants. Et donc évidemment, ce sont des cours qui fonctionnent très très bien en général. Il y a un marché en général pour des cours de français sur objectif spécifique sur différents domaines, parce que les apprenants qui veulent être par exemple guides ou qui veulent être par exemple travailler dans l'hôtellerie, eh bien ils ont besoin en fait de sécurité linguistique. En fait, ils ont besoin de se sentir tout à fait à l'aise dans la manière dont ils vont utiliser le français dans leur cadre professionnel. Voilà, donc on va s'en tenir là pour aujourd'hui. Excusez-moi, c'est un peu long évidemment, toujours ces lectures. Donc on y reviendra. Bon, là, on a l'avantage d'avoir le cours en présentiel, donc vous pouvez lire l'ensemble du texte. Et on reviendra en fait sur l'explication des concepts. On pourra y revenir en présentiel. Ce sera quand même beaucoup plus sympa que ces vidéos éventuellement un peu rébarbatives. Enfin, j'espère qu'elles ne le sont pas trop. Voilà, donc à jeudi matin en présentiel, et très bon début de semaine. Et voilà, merci pour tout en tout cas, à bientôt.